moi je dirais que le problème de la philosophie, c'est qu'on reste justement trop souvent dans le général et dans quelque chose qui reste purement intellectuel. Et il me semble que ça, c'est une limitation. Et comme la généralité est aussi la même chose que la particularité, comme le macrocosme et le microcosme, c'est la même chose. Il y a une théorie qui s'appelle l'hermétisme qui parle de ça. Donc, obligatoirement comprendre le tout, ça va nous permettre de comprendre l'individu, et comprendre l'individu va nous permettre de comprendre le tout. Donc, et le particulier, c'est déjà une application concrète, puisque c'est nous et on est importants tous, même si on est tout petit dans l'univers. Et c'est passionnant de comprendre qui nous sommes, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on n'a pas compris d'autres expériences, qu'est-ce qu'on a réalisé dans cette vie, voilà, où est-ce qu'on ne comprend pas, et quel est l'être magnifique que nous sommes, et quand allons-nous vivre cette dimension magnifique. Enfin, c'est tout ça, quoi. Et donc effectivement c'est philosophique, mais ça va tellement plus loin, quoi. On a des applications dans notre vie de chaque seconde, et ça c'est extraordinaire. Oui, c'est une sorte de philosophie androgyne, c'est-à-dire qu'effectivement, elle est à la fois capable de parler du général et du particulier en un seul et même modèle. Et ça, c'est presque utopique, quelque part, cette idée d'un modèle, un modèle qui serait à la fois capable de discourir du général et d'intégrer et de prévoir les particularités. C'est presque une sorte de... C'est presque une chimère. Et si c'était le défi du Verseau? Alors le signe du Verseau est un signe très idéaliste. Enfin, le Verseau est un signe très idéaliste. Il peut être utopiste aussi quand on va vers le Poisson. Mais en même temps, c'est aussi l'accès à ce qu'on ne connaît pas. Et encore une fois, ce qu'on ne connaît pas est tellement immense. Alors si l'utopie, c'est d'avoir accès à l'infini, eh bien, moi j'aime bien l'utopie quelque part. Moi aussi. Voilà. Alors évidemment, c'est une aventure qui va nous prendre sans doute des vies et des vies, hein, mais la vie sur Terre, c'est quelque chose qui est aussi infini, quoi. On découvre tous les jours, même si on n'est plus des petits-enfants, on a encore une âme de petit-enfant à l'intérieur de nous, et on peut toujours découvrir plus, et ça c'est extraordinaire, quoi. Ce qui est l'utopie d'aujourd'hui sera la réalité de demain. Absolument, oui, oui, absolument. Selon les Mais c'est vrai que quelqu'un qui dans son enfance a mal vécu la dualité, Oui. l'astrologie est un lieu où la dualité n'est pas si manifeste que cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les 12 signes par exemple, c'est pas le 2, les planètes, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il ne va pas être confronté de façon brutale avec la dualité dans l'apprentissage de l'astrologie. Ben, si. Il y a un dépassement de la dualité. L'astrologie, c'est un dépassement. Le but. Les différents... Non, mais même le savoir astrologique lui-même est en lui-même un dépassement de la dualité, puisque les 12 signes, c'est pas le 2, les 10 ou les 7 ou les planètes, c'est pas le 2. Donc il va être trouvé dans... Imaginons quelqu'un qui a une phobie par rapport à la dualité. L'astrologie va être un lieu où cette phobie ne sera pas réveillée, ne sera pas excitée, parce que justement, c'est un lieu où le 2 n'est pas complètement absent, mais il est en quelque sorte noyé dans d'autres dimensions, le 12, le 7, le 10... Non, puisque dans l'astrologie, on a des aspects d'opposition, par exemple. Donc on a une dualité. Dans l'astrologie, on va voir le père et la mère. Si par exemple le père et la mère sont en opposition ou en carré, les aspects disharmonieux, effectivement, il y a une dualité à la personne, puisque à l'intérieur de la personne, elle n'intègre pas ces deux parties masculines et féminines. Après, le travail qu'elle a à faire, c'est de les intégrer et de les harmoniser. Donc d'harmoniser la dualité pour qu'il n'y ait plus de séparation. Oui, et que mais, la personne soit même dans complète et l'opposition, il n'y a pas que l'opposition. C'est-à-dire que le 2, il est là, mais il est là, c'est comme s'il était là dans une petite... qu'il avait la portion congrue. Il y a l'opposition, mais il y a le trigone, mais il y a le carré, mais il y a le sextile, etc. En fait, le 2, voilà, donc le 2 n'est pas central en astrologie. Il fait partie du système. Même les luminaires ne sont pas centraux à la limite, puisqu'ils sont, dans la théorie des domiciles, ils sont intégrés à l'ensemble des planètes, etc. Donc finalement, le 2 n'est pas complètement absent, mais il est réduit, il est limité, il est intégré dans un ensemble beaucoup plus complexe qui sont l'ensemble des aspects, l'opposition oui, mais l'ensemble des aspects, l'ensemble des signes, l'ensemble des maisons, l'ensemble des planètes. Et donc quelque part, celui qui a un problème avec le 2, eh bien, l'astrologie, c'est un lieu où il ne va pas être traumatisé. Bah, je crois qu'il ne faut pas se focaliser sur un point. Et puis je pense que là, on est en train quand même de très intellectualiser le processus. Et quelque part, ça me gêne un peu.
Mais Je ne sais intellectuel, pas si j'ai résumé Oui, bah, un peu le ressenti de tout le monde, parce que je le Je prends sens. votre wagon. Bon, Moi. après, vous ferez une synthèse. Et je pense que là, on part trop loin. Prends votre wagon, voilà. Pour moi, c'est on l'heure de la philosophe. sieste. Voilà. Là, Où je regarde là-haut. on va trop loin parce que bon, c'est le vécu avec effectivement un individu, le vécu avec effectivement la société, mais si on cérébralise, on est en train de cérébraliser. Et là, ça y est, on perd sa connexion. Mais de toute façon, Personne la ne trouve. dualité, c'était ce qu'on a vécu pendant des siècles. Et maintenant, on est censé sortir de la Eh ben alors dualité. voilà, voyez-vous. Voilà. Donc ça, c'est Reconnaissez les faits, monsieur Boucher. C'est pas la Ouais. peine de le nier. Donc effectivement, il y a une volonté de dépasser la dualité. Ah Ça bah oui. ressort en permanence. C'est pas qu'une volonté, Donc c'est vous, une non, mais vous réalité dites que qu'on ce va n'est pas vivre. vrai. Mais si, c'est vrai. Il y a pas, la dualité n'est pas au centre de l'astrologie. Elle est évacuée quelque part. Elle est remisée C'était dans avant. un coin. Et c'est pas de la philosophie, c'est une psychanalyse de l'astrologie, là, et une psychanalyse des gens qui font de l'astrologie. Il faut en faire de temps en temps, il faut parfois comprendre, de même qu'on pourrait se demander pourquoi les gens viennent à l'astrologie ou viennent voir l'astrologue. Pourquoi viennent-ils voir un astrologue et pas un psychologue, par exemple? Qu'est-ce qu'il, c'est peut-être pas une demande tout à fait évidente. C'est ça. une recherche de comprendre ce qu'ils ne comprennent pas. Moi, j'ai des personnes qui viennent, qui ont été voir des psychologues et qui n'ont pas eu les réponses, un peu comme moi quand j'ai fait mes études. Et avec l'astrologie, ils peuvent éventuellement avoir les réponses. Mais peut-être que d'autres fois, ce sera l'inverse. C'est possible aussi. Hein. Est-ce que le fait que, comme disait tout à l'heure M. Parillot, l'astrologue est censé parler au nom d'un savoir, au nom d'un texte, au nom d'un document, Oui, c'est un il savoir. Oui. n'est pas censé parler en son nom propre, et il n'est même pas forcément censé parler de la personne telle qu'elle est là, et telle qu'elle pourrait se présenter maladroitement, mais il est en train de parler de son thème. Donc quelque part, c'est ce que j'appelle moi une relation aseptisée. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas, c'est une relation où il n'y a pas la confrontation directe entre deux personnes, mais il y a une relation qui est médiatisée par le thème astral, Mhm. qui est à la fois le lieu de la personne qui est consultée, mais c'est aussi le lieu du savoir de l'astrologue. Il y a forcément une projection de soi. C'est une D'une approche certaine avec un façon. outil, de toute Voilà, façon. Hein. hein. On émane parce qu'on est soi, parce qu'on est son caractère, parce qu'on est cet individu-là. On va émaner vis-à-vis de la personne, et la personne, elle va nous ressentir comme correspondant à ce qu'elle est, comme lui parlant, et elle va aller avec nous. Mais il y a forcément un minimum de projection. Il y a toujours des résonances, de toute façon. Un Si, minimum. si quelqu'un va voir Eleftheria ou vient me voir, le hasard, pour moi, n'existe pas. Donc, il y a des questions de résonance qui fait qu'on choisit telle et telle personne. On est sur un chemin, c'est comme ça. Mais voilà, nous, on a eu une approche, enfin, tous les trois, en fait, hein, avec un outil. Enfin, moi, je trouve extraordinaire cet outil, parce qu'il permet d'ouvrir tellement de choses, de comprendre tellement de choses. Je ne dis pas qu'il permet de tout comprendre. Il y a des personnes qui iront voir un numérologue. On m'a fait une fois un thème en numérologie que j'ai trouvé excellent, en numérologie humaniste. Et par contre, beaucoup de choses qu'on m'a dit en numérologie, je trouve ça un peu léger. Mais il y a des astrologues qui sont légers aussi. Moi, étant plus jeune, j'ai consulté des astrologues. Sur le moment, j'ai trouvé ça bien. Mais maintenant, je trouve ça ridicule, quoi. Et voilà, c'est notre quête. C'est peut-être la quête philosophique, mais c'est aussi la quête de comprendre pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait là, et pourquoi on a tous en fait ça en nous. Hein. Mais moi, ce que je voulais dire, c'était la difficulté. Moi, je parlais de difficulté relationnelle, qui faisait que cette difficulté relationnelle entre moi et une autre personne était résolue par l'existence même du thème astral, qui fait que la personne Elle est parle non, expliquée. elle parle pas vraiment, elle parle pas en son nom propre, elle parle au nom d'un savoir qui est l'astrologie, Oui. et elle étudie quelqu'un à travers le mandal, à travers le prisme du thème astral. Oui. Donc il y a quelque chose, c'est ce que j'appelle une relation qui est filtrée quelque part, qui est aseptisée, c'est-à-dire qui n'est pas dans la confrontation immédiate entre deux Spontané. personnes. Et c'est cette recherche de la non-confrontation, Mhm. et donc de la dualité, qui attire les gens à l'astrologie. Oui, et puis, bon, par exemple, admettons que vous sachiez un certain nombre de choses et que quelqu'un vient vous voir et vous lui dites c'est comme ça, comme ça, comme ça. Elle ne va pas forcément très bien accepter votre façon de dire les choses. Par contre, avec l'outil qui est astrologie, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'effectivement, ce n'est pas moi qui donne l'information. Évidemment, je le filtre avec qui je suis.
mais en même temps, c'est marqué. Mais oui, je sais bien. Et ça, c'est C'est extraordinaire. la base même de la... Quelque part, c'est ça qui fascine les gens qui viennent... Oui, C'est ça qui c'est leur vrai que c'est plaît. fascinant. Et on a un outil de qualité. Oui. J'ai travaillé le bois, et raboter une planche avec un ciseau à bois et avec un rabot, ou avec une machine, c'est pas du tout le même travail, hein. Donc si on a un outil de qualité, l'astrologie c'est un outil de qualité pour avoir des connaissances sur l'inconscient, par exemple, voilà, moi je trouve ça extraordinaire, quoi. Alors on n'a pas non plus la science infuse, puisqu'on progresse nous-mêmes, on évolue nous-mêmes à travers ça, mais si on peut transmettre une partie de cette connaissance avec le plus d'éthique en même temps possible, pour faire son travail le mieux possible et aussi avec le plus d'amour possible, moi je trouve ça extraordinaire. C'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent aller l'astrologue au voyant, parce que le voyant, il n'y a pas forcément cette médiation du thème astral ou du document, c'est directement la personne qui vous parle de son ressenti. Oui, et ça, quelque part, il y a des gens pour qui c'est insupportable. C'est une démarche différente. Là, il y a un outil qu'on pourrait considérer dans la version masculine des choses J'allais comme dire ça. rationnel. Voilà. Pour Qui est un homme, pratique il est écrit. plus rationnel d'aller voir un astrologue que d'aller voir un médium. Voilà. Pour un homme, hein. Bah, Parce non, que on a c'est plus décrit. carré. Mais non, mais Quelque chose de justement, tangible, hein, devant. non, mais justement, si on parle du manque, non, justement, si on parle en termes de manque, à ce moment-là, je vais vers l'autre. Effectivement, la femme irait vers l'astrologue et l'homme irait vers le voyant, précisément pour aller rencontrer. Parce que la C'est femme, l'émotion, oui. oui, donc il faut croiser, il faut croiser les choses. C'est pour vous parler. C'est Il y a conscient, effectivement le voyant, lui, Mais plus de femmes vont voir des médiums et plus de femmes vont voir des astrologues. Oui, c'est clair. mais ça, c'est notre problème encore. Mais le fait est C'est le qu'effectivement, problème, ils ne le font pas pour les mêmes raisons. Ce qui est, bon, effectivement, pour un homme d'aller voir une voyante, c'est être confronté à une personne qui est là, en face de lui, qui va dire des choses et qui va le dire sans avoir un savoir qui, malgré tout, que vous le vouliez ou non, est perçu comme intellectuel, hein, je suis désolé, l'astrologie, en Oui, l'occurrence. c'est Donc une ne faisons pas, c'est une technique. d'hypocrisie de ne pas la Non, mais il y a reconnaître. des degrés quand même. Hein. Il y a des Et degrés. inversement, la femme peut être attirée par l'astrologie parce que justement, l'astrologue n'est pas quelqu'un qui exprime de manière brutale et brusque sa subjectivité, etc. Il y a un chassé-croisé. Et de toute façon, le masculin et le féminin, ils se rencontrent partout, hein, puisqu'il est en nous, il est dans tout. Non, mais on voit bien, par exemple, moi Complémentarité. qui connais bien les astrologues dans leur rapport avec la voyance, souvent ils ont un rapport très très difficile. Ils ne veulent pas. C'est complémentaire. Oui, non, mais ils se des complémentaires, mais pour beaucoup, il n'est pas question de les confondre. Et c'est pas pour rien, parce qu'effectivement, La voyance, c'est un accès beaucoup de direct. femmes d'ailleurs n'aiment pas qu'on relie l'astrologie avec la voyance. La médiumnité, on va dire, c'est un Ouais, terme c'est général, autre hein. chose. autre chose. C'est un accès direct à des plans plus subtils que le plan terrestre, hein. Et l'astrologie est un outil effectivement plus masculin, plus intellectuel, pour avoir accès également à ces informations-là. Alors moi je trouve que c'est complémentaire, parce que c'est vrai que si on va voir les deux personnes, ou alors qu'on a un ressenti et qu'on a la confirmation, ce que je disais tout à l'heure, par un thème, effectivement, si les deux sont en accord, eh ben, Oui, mais en même Voilà. temps, pour revenir à ce que disait M. Parillo, l'astrologue n'a pas envie qu'on le prenne pour un voyant. Il n'a pas envie qu'on lui C'est dise... pas la même chose. Non, mais justement, non, mais donc c'est complémentaire, mais il n'a pas envie, si pour lui son engagement à l'astrologie, c'est justement cette possibilité de dépasser la dimension trop subjective et trop personnelle, oui. il n'a pas envie qu'on lui dise vous êtes un voyant. Parce que lui, il revendique, même si c'est pas tout à fait Ben vrai, non, c'est pas pareil. c'est même pas tout à fait vrai, il revendique malgré tout qu'il s'appuie sur un savoir Oui. ancien, constitué, etc. Maintenant, il y a des médiums astrologues aussi. Et les voyants et médiums, il faut déjà faire une sacrée Oui, distinction. oui, oui. Et les voyants, il y a de plus en plus de voyants qui travaillent sur les cartes. Mhm. Donc ils ont quand même un support. Alors justement, moi qui connais bien ces différents domaines et qui interviewe aussi bien des voyants que des astrologues, Ah oui. ils utilisent ces supports mais de façon extrêmement bizarre. C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, Maud Christen, par exemple, qui est une voyante typique, elle sort ses cartes, mais en réalité, qu'est-ce qu'elle en tire de ses Oui, cartes? c'est Pas un grand-chose. support. Pas grand-chose. Moi, j'ai une de mes médiums, puisque moi, je fais des expériences de parapsychologie, bien que je ne sois pas médium, elle a besoin absolument de son pendule. Mais qu'est-ce qu'elle en fait de son pendule? Pas grand-chose. Ça la met en état. Oui. Donc finalement, ce sont des gens qui utilisent permet de focaliser, de Donc, concentrer, il y a cette raison parce qu'il ouais. y a vraiment deux catégories de gens qui font parmi les tarologues. Il y a ceux qui vraiment
ou les astrologues, qui vraiment utilisent le savoir qui est donné dans ces documents, et d'autres pour qui c'est simplement un support qui ne... C'est même pas... Enfin, un support au sens où c'est même pas... Ils ne s'informent même pas vraiment de ce que ça veut dire. C'est un prétexte. Donc il ne faut pas croire que dans ces cas-là, ces voyants qui utilisent ces supports, ils ne rentrent pas réellement dans la logique d'un savoir sur lequel ils s'appuieraient. Oui. Donc C'est il pour faut donner faire un peu attention le aux change apparences. aussi vis-à-vis du client. Voilà, en même temps, quand Justement, on va avoir dans une les approche ésotérismes, on pratique. peut comprendre tous ces niveaux d'accès aux informations. Parce que tout ça, ça fait partie du monde de l'invisible, de l'inconscient, et l'étude de l'ésotérisme, qui est les mystères de la vie, hein, c'est ça la définition, nous donne accès à la compréhension de ça. Alors si on parle de médiumnité, effectivement, dans les médiums, il y a des gens qui peuvent aller dans une connaissance très élevée, et il y a des gens qui vont dans une connaissance très, très rade et pâquerette, et celle-là, elle n'est pas forcément très intéressante, quoi. Et le client du médium, il n'a pas cette satisfaction de savoir que ce médium se sert d'un savoir ésotérique, ancien, qu'on a appris, etc. Non, il le sait Donc pas. il s'en passe, il s'en passe. Mm, mm. Et donc s'il s'en passe, ça veut dire qu'il n'en a pas besoin. Et donc ça veut dire qu'il y a une autre idée de la relation à l'autre. Oui, mais en même temps, vous allez voir quelqu'un en rapport avec votre propre niveau d'évolution. Donc, quelqu'un qui est peu évolué, entre guillemets, ça ne veut pas dire qu'il est moins qu'un autre, qui ne comprend rien, on va dire, ou qui ne comprend pas grand-chose, il va se contenter peut-être d'aller voir un voyant complètement basique, alors que quelqu'un de plus évolué, qui a déjà tout un parcours de réflexion et d'évolution, va aller chercher quelqu'un qui a un niveau supérieur de... Alors une autre grille de lecture qu'on a abordée hier, c'est dans un autre endroit, c'est la notion de rapport à l'abstraction. Oui. Quelqu'un qui a un rapport, une certaine aisance avec l'abstraction, peut effectivement fonctionner par rapport à l'astrologie, en tant Oui. qu'astrologue et en tant que oui. client d'astrologue, parce qu'on dit des choses, est mais dans ce sont des choses l'abstraction. qui sont allusives. On ne sait pas exactement. Alors que quelqu'un qui a un problème avec l'abstraction, lui, s'il va voir un voyant, ça va être un discours qui sera beaucoup plus concret. Oui. Et donc là aussi, selon le mode de fonctionnement mental, cognitif, on ira plutôt vers l'astrologie ou vers des formes de voyance au sens carrément de dire, voilà, il se passe ceci, on voit cela, etc. L'abstraction, l'astrologie ne peut être que dans l'allusion, il ne peut pas dire exactement ce qui va se passer. Non. Alors que le voyant, parfois, il peut aller très loin dans la représentation de ce qui va du réel. Oui, mais ça limite la compréhension des choses. Parce qu'en fait, aussi bien la voyance que l'astrologie peuvent nous donner des indications, puisque là on est un peu dans le prévisionnel, sur les possibilités d'un être humain. Mais les possibilités d'un être humain sont aussi en fonction de son niveau d'évolution. Et si on accepte l'idée que c'est nous qui créons tout ce qui nous arrive, il est possible aussi que par l'intermédiaire d'un voyant ou d'un astrologue, on crée quelque chose, ou inversement, alors que c'est des choses qui ne se seraient pas produites autrement. Donc ça va encore beaucoup plus loin que ça. C'est pour ça que c'est très difficile à ce niveau-là. Bon, par exemple, l'astrologie, pour moi, n'est pas un outil de prédiction. Parce que si on l'utilise en prédiction, ça a un côté dangereux, moi je pense. Et puis, il est très difficile, quand quelqu'un vient nous voir comme ça une fois, de savoir où en est la personne dans son niveau d'évolution. Donc lui prédire ça alors que la personne est là et que de toute façon elle ne pourra pas, pour l'instant elle n'est pas prête à aller dans ce niveau-là, c'est faux. Donc là c'est pas juste. Et dans la voyance on est aussi pareil. Et comme chaque personne qui vient est à un niveau d'évolution et que l'astrologue et le voyant est aussi à un autre niveau d'évolution, où est-ce que ça se rencontre? Tout ça, c'est très, très, très délicat. Voilà. On est dans ce monde de l'invisible, de l'inconscient, et on ne maîtrise pas tellement, en fait. Hein. On essaye d'aborder ça et d'aller voir ce qui s'y passe. Alors, il y a quand même, depuis la nuit des temps, des gens qui se sont penchés là-dessus. Il y a des anciens. Hein. Donc, l'astrologie est une science sacrée, spirituelle, et qui nous permet d'avoir accès à ça, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et avec la connaissance des anciens pour essayer de comprendre l'invisible. Oui, il y a une humilité de l'astrologue il est tributaire, il est héritier de tout un savoir, alors que le voyant finalement, il a découvert en lui quelque chose, en lui des pouvoirs, et c'est
c'est un personnage qui est beaucoup plus présent en tant que personne que l'astrologue qui, en quelque sorte, se cache derrière l'astrologie. Ouais, enfin c'est... Il joue à cache-cache On peut avec élargir l'astrologie. encore tout ça. Il y a eu des voyants extraordinaires. Il y avait un voyant au siècle dernier qui s'appelait Edgar Cayce ou Bjerkesi. Et il était extraordinaire. Il avait accès dans l'invisible à des niveaux de connaissances. On appelait ça le monde akashique, où il allait tirer ses informations. Bon, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Mais il y a aussi effectivement des voyants de base qui vont dire il va vous arriver ça. Ça ne lui serait pas arrivé à la personne, mais elle va créer l'accident qu'on lui a dit par peur simplement. Voilà, enfin c'est tout un tas de phénomènes psychologiques en fait. Par exemple, quelqu'un à qui il arrive des choses, admettons, difficiles dans sa vie, elle va voir un psychologue. Le psychologue va lui dire « mais c'est vous qui créez tout avec votre cerveau ». Le voyant va lui dire d'une autre façon, et l'astrologue va peut-être lui dire encore d'une autre façon. Peut-être que tout est juste, mais en même temps, la compréhension et la recherche de ce qui se passe dans l'invisible et dans l'inconscient nous amène de la lumière. La lumière, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension, c'est la même chose, et de la conscience. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'ouvrir pour avoir accès à ça. Parce que le problème actuellement, c'est que la masse des êtres humains, et on en a fait partie certainement, ne comprend pas, et on ignore tellement de choses qu'on subit, et que comme on subit et qu'on est dans l'ignorance, on n'arrête pas de faire des bêtises. Et ça fait des siècles que ça dure. Et il est temps que ça s'arrête. Et justement, l'ère du Verseau arrive, et c'est très bien, on va pouvoir passer à autre chose. Voilà. Donc nous, on a un rôle actuellement, c'est par notre recherche, on fait ce qu'on peut, on est au niveau où nous sommes, et on écoute encore ce que d'autres... Quelque part, si nous, par exemple, nous trois, on sert de guide à certaines personnes, entre guillemets, mais en même temps, on est aussi guidé par d'autres personnes et d'autres êtres qui nous donnent des informations. Voilà. Et on fait avancer, et tout le monde avance pour sortir de cet état de folie dans laquelle le monde est actuellement, et d'ignorance. Voilà. Moi, c'est ça que je trouve le plus grave, c'est que, sachant que nous sommes tous des êtres merveilleux, essayons de comprendre effectivement qu'est-ce qu'on a de merveilleux, et où est-ce qu'il faut gratter pour enlever ce qui ne va pas. Voilà. Et l'astrologie nous donne ça. C'est extraordinaire, quoi. Au niveau où elle est, et chacun avec ce qu'il a, avec ses capacités, quoi. Mais moi, je trouve cet outil fantastique. Alors quand vous dites outil, justement... Oui, c'est un outil, parce qu'il fait bien son travail, cet outil. Oui, mais un outil, ça peut Avec est-ce qu'il peut s'améliorer, l'outil? Ah, pas toujours, il s'améliore tout le temps. Voilà. Mais il y a aussi des gens qui manipulent avec l'outil. Ça, c'est le danger de la connaissance. Justement, le danger de la volonté personnelle. Oui, de mettre l'ego dedans. Voilà, de la personne qui est en face. Oui. Or, la volonté personnelle n'a rien à faire. Mais cela dit, si on revient à la question de l'image que le public a de l'astrologie, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut... qu'est-ce que vous feriez, quel genre de connaissance de l'astrologie vous pourriez communiquer au grand public? Parce que là, on passe toujours d'une extrême à l'autre. Là. Oui. Soit on dit tout, soit on est uniquement dans les doucis. On a l'impression que... Non, mais est-ce qu'on ne peut pas extraire, comme d'ailleurs, c'est ce qu'on disait ce matin avec Lifteria, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, parler des grandes configurations, des grands phénomènes cosmiques, sans rentrer immédiatement dans le thème natal, monsieur Boucher? C'est-à-dire quelque chose qui serait d'ailleurs de l'astrologie partagée, des choses que les gens doivent rencontrer ensemble. Parce que là, on parle beaucoup de... vous savez bien que dans la vie, il y a beaucoup de problèmes qui ne peuvent pas être résolus au niveau individuel, qui ne peuvent être résolus que s'il y a... Il y a beaucoup de catastrophes qui n'existent que quand le collectif est générateur à la fois de réussite flagrante et d'échec total. À l'échelle de l'individu, il ne se passe pas grand-chose. C'est à l'échelle du collectif qui se passe des guerres, qui se passe des crises, etc. C'est pas à l'échelle de l'individu. Justement, mais si, à l'échelle de l'individu. Oui, alors, monsieur... oui, c'est justement. Moi, je trouve que c'est au contraire l'individu qui doit changer. Et à ce moment-là, tout s'élève, comprenez-vous. De proche en proche, chacun monte, chacun comprend, chacun s'ouvre. Et à ce moment-là, les guerres n'existeront plus, puisqu'on a appris chacun nous-mêmes que la guerre, c'est une idiotie. Seulement pour l'instant, comme vous le dites, c'est grégaire et les choses sont telles que
par la propagande, on emporte les gens là où ils ne veulent pas forcément aller, mais où ils vont quand même, car ils ne connaissent rien d'eux-mêmes. La guerre, ce sont les luttes qui sont à l'intérieur de nous et qu'on projette à l'extérieur dans la séparation qu'on a avec les autres. Si on comprenait qu'on n'est pas séparé des autres, on ne ferait pas la guerre avec l'autre. Ce n'est que la guerre qui est à l'intérieur de nous. Donc il faut résoudre au niveau de l'individu la guerre à l'intérieur de nous, et après, obligatoirement, puisqu'on a résolu ça, on va propager ça autour de nous. Et c'est comme ça que les guerres peuvent s'arrêter. Oui. Mais écoutez, moi je pense qu'on peut... C'est une position qu'on peut discuter, parce qu'effectivement, beaucoup de choses, on est bien placé pour savoir à quel point beaucoup de problèmes sont liés au fait que beaucoup de personnes ont le même comportement. C'est pas uniquement au niveau de la... Là, il y a vraiment une volonté de voir tout le problème à travers le cas individuel. Alors qu'on sait très bien, si on devait interroger, enfin, on sait très bien que la plupart des problèmes, à ce moment-là, il n'y aurait pas de vie politique. Donc la politique, ça sert à rien. Exactement. Exactement. Eh ben, voyez-vous, je viens de toucher encore un truc. Là, voyez-vous, voilà, c'est ça. Oui, non, mais je savais très bien. Vous savez, moi, je sais faire parler les gens et je sais les pousser dans le retranchement. Il n'y a pas de problème de ce côté-là, voyez-vous. Donc, il y a de l'avocat. Oui. Alors là, voyez-vous, là, ça va. Là, voyez-vous, là, c'est le cri du cœur, là, tout d'un coup. La politique doit être là pour coordonner des activités individuelles, mais pas pour diriger ou contrôler. Et là, en ce moment, on a le politique que l'on mérite, et que l'on est capable de créer. Parce que pour l'instant, justement, on n'est pas construit. Et tant qu'on ne sera pas conscient de cette affaire-là, de dire il faut se construire chacun au niveau individuel de manière claire, ferme et précise, on entraînera des politiques contrôleurs, des politiques qui vont nous casser. Mais ça correspond à un vieux monde aussi. Ça correspond à un vieux paradigme, comme on dit entre guillemets. Et maintenant, ça doit justement être terminé, ce genre de choses. Et de toute façon, on leur donne la claque. Ils existent parce que justement, on les applaudit, parce qu'on les entend, parce qu'on les écoute. Si on les écoute plus, si on les entend plus, si on les voit même plus, ils n'existent plus. J'ai l'impression que le milieu astrologique est un repère d'anarchistes. Non mais c'est pas faux. Non mais je suis désolé. On n'est pas obligé de. Non mais là c'est un discours extrêmement ultra. D'accord. Vous savez bien, la démocratie, daimos, ça veut dire peuple, et kratos, c'est le sommet. Donc la démocratie, c'est le sommet du peuple. Alors le peuple, que peut-il le peuple? Il est grégaire, c'est mouton, c'est j'obéis. L'astrologie, c'est une remise en question. L'astrologie permet de désobéir, justement. C'est pour ça qu'on est anarchiste. C'est subversif, l'astrologie. La discipline en elle-même est très subversive. C'est même une contre-culture de cette manière. Justement, on redonne à chacun la possibilité, on essaye de donner les outils à chacun pour être lui-même, pour ne pas être contrôlé, pour passer son territoire et dire c'est ça. Sa propre responsabilité, sa sagesse, en fait. Sa sagesse. Exactement. L'astrologie apporte la sagesse. Bien sûr. L'équilibre, la mesure, le recul. La non-séparation. Exactement. Tout à fait. Dans l'astrologie du futur, justement, il n'y aura plus les oppositions, par exemple, entre le Lion et le Verseau. Il y aura des axes. Voilà, et ça, c'est formidable parce qu'on est au milieu, en fait. On est déjà avec les axes des nœuds, d'ailleurs. D'équilibre, par essence instable, mais voilà, justement, on dit tiens, voilà, ça peut être un petit peu de... D'ailleurs, l'astrologie, par exemple, l'ancienne astrologie, elle se lit dans ce sens. La nouvelle astrologie se lit dans l'autre sens. Ah, attendez, c'est intéressant, ça. C'est toujours une médaille. Vous parlez de la pression des équinoxes? Oui, voilà. Et s'il n'y a pas le revers... L'astrologie tropicale se lit dans le sens inverse des aiguilles du monde. Et l'astrologie sidérale... Oui, mais vous ne pratiquez pas... L'astrologie sidérale, elle ne constitue pas en elle-même une astrologie à part entière. Vous pratiquez-vous l'astrologie sidérale? Je fais les différentes astrologies. Ah bon, parce que c'est autre chose encore, ça. C'est comme la liberté. L'astrologie tropicale, c'est l'astrologie du vieux monde. Il a expliqué tout à l'heure. Voilà, ne vous inquiétez pas. L'astrologie tropicale, c'est l'astrologie du vieux monde. L'astrologie sidérale, pour moi, c'est l'astrologie du futur. Mais l'astrologie sidérale, elle va dans, les signes se suivent dans les constellations se suivent dans le même ordre que les signes. Oui, on va du Bélier au Taureau dans les deux cas. Oui, mais là vous parlez d'un ordre inverse. Oui, c'est-à-dire que la lecture se fait dans le sens inverse. Et ça c'est vrai pour la précession des équinoxes, mais ça se fait pas dans l'astrologie sidérale, n'implique pas la lecture inverse des signes zodiacaux. Non, je connais bien l'astrologie sidérale. Alors allez dans l'astrologie védique. Et vous verrez que l'astrologie védique, c'est l'astrologie sidérale actuellement. Oui. Et ils font parfois appel à l'astrologie tropicale pour des cas particuliers, pour des choses que des personnes ont à régler. Mais dans une astrologie qui est très spirituelle en Inde, ils utilisent principalement l'astrologie sidérale. Oui, mais l'astrologie sidérale, je suis d'accord, mais c'est pas l'astrologie sidérale,
il y a un décalage de 24 degrés, etc. Mais ça suit le même ordre du zodiaque. Dans le sens inverse. Mais non, pas dans le sens inverse. Dans le sens inverse. Pas du tout. Et les maîtres des... Alors allez voir l'astrologie sacrée. Donc la théosophie. Vous parlez peut-être d'une astrologie particulière, mais en fait, les gens qui font l'astrologie, et même en Inde, ils n'inversent pas l'ordre des signes, l'ordre des constellations. Non, les signes sont dans le même sens, mais la lecture des maisons est dans l'autre sens. Ah, peut-être la lecture des maisons, j'en sais rien. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, c'est un sujet délicat, la question des maisons, puisque j'ai connu bien Jacques d'Orsan, par exemple, à une époque, et lui, il proposait de numéroter les maisons à l'envers. Ce qui est un peu logique, puisque finalement, pourquoi est-ce que les maisons... Pourquoi est-ce qu'on numérote les maisons? On sait qu'une planète passe d'abord de la maison 12 à la maison 11, quand elle se lève, et donc elle va à l'inverse. Et pour les débutants en astrologie, c'est très ennuyeux, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils croient qu'ils comprennent pas dans quel ordre les planètes se lèvent. C'est le principe de la relativité, ça. Et là, justement, ça prouve qu'on n'a pas encore tout compris de ce que ça veut dire. Mais les deux lectures sont possibles. Et comme, par exemple, les maisons interceptées ou les maisons de différentes tailles et les maisons de 30 degrés en 30 degrés, les deux méthodes sont possibles. Et la façon d'interpréter est intéressante parce qu'elle est aussi complémentaire, quoi. Et par exemple, dans l'astrologie tropicale, on fait appel à des maîtres par rapport à des signes et des maisons qui ne sont pas les mêmes que dans l'astrologie sidérale. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça correspond à des niveaux d'évolution de l'être humain. Oui, alors pour revenir à la dualité, il n'y a pas que la dualité dans l'espace, il y a aussi la dualité dans le temps. C'est-à-dire qu'on passe d'une phase A à une phase B, une phase C. Et là aussi, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal qui ont beaucoup de mal à dire qu'il est un temps où il faut changer. Par exemple, votre façon de parler d'astrologie, c'est une façon très cumulative. Vous dire que vous n'êtes pas dans le délestage en astrologie. Vous rassemblez, vous additionnez, vous accumulez. Et si on vous dit qu'est-ce qu'il faut enlever, vous dites il ne faut rien enlever. Ah oui, puisque donc, alors que justement, il y a un temps pour évacuer certaines choses. Il y a un temps pour vider. Vous, apparemment, où il y a un blocage pour vous dans la phase 2 qui consiste à remettre en question l'acquis antérieur. Non, puisque le principe est l'évolution. Donc quelque part, moi j'évolue dans ma pratique de l'astrologie, mais chaque être humain évolue. Si quelqu'un ne comprend pas grand-chose, que j'expliquais tout à l'heure, il faut lui faire une astrologie de base, qui est l'astrologie tropicale, et qui est aussi l'astrologie du monde dans lequel nous sommes depuis, mettons, 25 000 ans. Après, dans le futur, on va faire une nouvelle astrologie, mais pour quelqu'un qui est très évolué et qui a pratiquement réglé les problèmes qu'il avait à comprendre sur Terre, on peut lui faire un nouveau thème, qui est le thème d'un être beaucoup plus évolué, j'appellerais ça le thème de l'âme, et ça c'est très intéressant aussi, parce que ça nous donne en même temps de nouvelles informations, et une âme, si vous voulez, l'ego humain c'est ça, l'âme, on va dire que c'est tout ça. Donc évidemment, si on vit notre vie d'âme sur Terre et pas notre vie limitée d'ego, on a beaucoup plus de possibilités. En tant qu'âme, on a des capacités à aimer, des capacités à créer qui sont beaucoup plus vastes, et en comprenant les mécanismes de la vie et de l'inconscient, on ouvre à des possibilités que le commun des mortels n'a pas. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, je dirais que ce serait bien que le commun des mortels il puisse avoir accès aussi à ça. Voilà. Moi, je parlais plutôt de recentrage. Quelle est la colonne vertébrale de l'astrologie? Parce qu'il y a les éléments périphériques. Par exemple, on peut par exemple dire que les éléments individuels sont des éléments périphériques par rapport à l'élément central. Voyez-vous, que par exemple certains éléments de l'astrologie sont secondaires par rapport à l'élément central. Est-ce que vous arrivez à distinguer ce qui est central et ce qui est périphérique? Je me pose la question d'ailleurs. Est-ce que cette dualité du central, parce qu'on passe de la périphérie au centre et du centre à la périphérie, est-ce que cette espèce d'aller-retour entre le particulier et le général particulier, le central et le périphérique, est-ce que vous la vivez bien? Mais ça dépend comment vous êtes formaté dans votre cerveau. Non, mais il y a des schémas fondamentaux. Il y a un outil de base qui est le même, par exemple, pour nous trois. On va se servir des planètes, on va se servir des signes, des aspects, des maisons, de l'axe des nœuds lunaires, voilà, des lunes noires, admettons. On va se servir d'un ensemble d'outils qui est à peu près commun pour tout le monde. Après, à nous d'élargir et de voir jusqu'où on peut aller justement à travers tout ça, quoi. L'outil de base, il est le même. On a un outil qui est semblable. Mais nous, avec notre recherche et notre niveau d'évolution et notre particularité, on va évidemment trouver, et c'est ça le fantastique de l'être humain. Je le disais par exemple pour un outil, eh bien il y a par exemple la guitare, on en joue comme ça.
Eh ben, il y a des gens, la guitare, ils savent jouer à plat, ou à l'envers, ou alors ils en jouent comme ça. Eh ben, c'est ça qui est extraordinaire dans l'être humain. À partir du même outil, on peut, et ça peut être très bon, ce qu'on sort aussi avec le même outil. Voilà. Et ça, c'est les différences. Alors après, évidemment, ça peut aller plus ou moins loin, suivant chacun. Mais il y a peut-être, pour parler comme dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a peut-être un temps où l'astrologie peut s'ouvrir et se diversifier et se démultiplier. Il y a un temps où elle doit se recentrer sur ce qui fait son cœur. Et la question, c'est qu'on finit par ne plus savoir où est le cœur de l'astrologie. On n'arrive plus à faire l'aller-retour. Nous, on sait, parce qu'on l'utilise. Oui. Mais, et on sait très bien se référer à l'outil de base. Après, on va y rajouter ce que nous sommes chacun. Mais vous savez qu'il y a quand même beaucoup d'astrologues au cours des siècles qui ont voulu réformer l'astrologie, qui ont voulu réformer l'outil astrologique, qui ont voulu, je pense à Kepler, je pense à Néroman. Et donc finalement, la question de l'outil, dire que c'est un outil, c'est aussi une façon de le figer. Mais c'est comme la science. La science, elle évolue tout le temps. Ben oui, et l'astrologie, elle évolue. Et l'astrologie évolue tout le temps. Elle se débarrasse de quoi? On a l'impression qu'au contraire, elle ne fait que... La science, elle passe par-dessus bord un certain nombre de choses qui ne sont plus valables. Ben non, l'astrologie, elle évolue aussi exactement pareil. L'ère du Verseau, l'astrologie, c'est une activité Verseau principalement. Donc c'est intéressant justement qu'on en parle aujourd'hui. Elle n'est pas née avec l'ère du Verseau, cher monsieur. Non, mais le Verseau, ça existe depuis longtemps. Oui, donc c'est pas nouveau ça. Non, mais l'astrologie, c'est une activité de connaissance. Et le signe de la connaissance principale, c'est le Verseau. C'est pour ça que je dis ça. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une science ésotérique, on va dire, qui risque d'être de plus en plus importante. Et j'espère effectivement que dans les écoles, on pourra... Enfin, s'il y a des écoles... Par exemple, Kepler, je ne sais pas si vous connaissez, Kepler a voulu réformer l'astrologie. Il a dit par exemple qu'il fallait pas tenir compte de certaines choses, ou pas d'autres. Par exemple, André Barbeau, quand il parle d'astrologie mondiale, il ne tient pas compte des signes zodiacaux, par exemple. Bon, ça veut dire qu'il y a des questions qui se posent de savoir de quoi... Non, mais ce n'est pas de chacun, il s'agit de contribuer. Alors, une science, la science physique, elle n'est pas une question de chacun. Il y a des choses qui s'imposent. Mais vous parlez de Barbeau. Si vous prenez le traité pratique d'astrologie d'André Barbeau, vous apercevrez que tous ces exemples sont les rois de France, et c'est avec une astrologie traditionnelle. Oui, mais Barbeau, il y a à boire et à manger chez Barbeau. Il y a effectivement ses traités d'astrologie classique, il y a ses bouquins sur le zodiaque, mais il y a aussi ses recherches beaucoup plus pointues en astrologie mondiale, qui, elles, n'ont rien à voir avec son traité d'astrologie. C'est de la recherche, à ce moment-là, c'est de la recherche, on va à l'aventure. De même que Michel Gauquelin, ce n'est pas non plus l'acceptation de toute l'astrologie. Il y a un moment donné, on se pose la question de savoir dégager l'axe central de l'astrologie. Il y a des gens qui n'arrivent pas à entrer dans cette problématique de dégagement de l'axe central de quelque chose. Vous prenez l'exemple des sciences, les sciences elles évoluent, et il y a des choses qui sont évacuées. Et puis c'est pas une question personnelle, on n'est pas un physicien, il ne fait pas son petit truc dans son coin. Quand il y a un savoir, à un moment donné, ce savoir il est accepté par le collectif. C'est pas une approche, il y a un collectif qui est partagé. Par exemple, est-ce que par exemple si un jour on vous disait qu'il fallait modifier certaines choses en astrologie, est-ce que vous le feriez? Il semble que dans l'astrologie, par exemple, dans l'histoire de l'astrologie, il n'y a pas toujours eu 12 signes. Oui. Il y a eu une période où il n'y en a eu que 10, et peut-être 8 avant aussi. Oui. Donc ça veut dire que ça a évolué. Oui. Peut-être que dans quelques temps, il y aura un 13e signe. Oui, il y a un 13e signe déjà qui se passe. Oui. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi en évolution. De même que dans la science, on part sur des axiomes, par exemple, ou des postulats qu'on a déterminés comme des points de départ. Effectivement, on peut continuer là-dessus. Bon, il y a quelqu'un comme Einstein qui est arrivé avec toute une théorie quantique. Bon, voilà, c'est des remises en question. Mais l'astrologie, elle est pareille d'un certain point de vue. Elle a aussi des remises en question, une évolution, et c'est passionnant. Je dirais que c'est une évolution très soft, si vous voulez, telle qu'on vous l'entend. C'est-à-dire que, quelque part, là encore, je parlais tout à l'heure, je ne sais pas si M. Pariot était déjà là, qu'il y a des problématiques qui sont très, comme ça, qui n'ont pas disparu, mais qui sont mêlées avec beaucoup d'autres choses. Donc, par exemple, il y a des gens par exemple, qui ont des difficultés avec certaines questions, eh bien, ça leur fait du bien d'être dans des domaines où ces problèmes qui leur font difficulté ne sont pas affrontés directement, ne sont pas affrontés. Donc ça les rassure, n'est-ce pas? Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas les chiens, eh ben, s'il est dans l'endroit où les chiens sont interdits, ben, il se sent bien. Voyez-vous? Je prends un exemple. Voilà. Bon, et quelque part, là, les véritables nécessités à certains moments pour un savoir de se réformer et d'évacuer un certain nombre de ces éléments, là, vous nous répondez, bon, oui, un petit peu comme ceci, comme ça, mais ce n'est pas radical. Mais
C'est aussi parce qu'on travaille sur le tas, nous. On travaille sur le tas. Oui, on passe avec l'outil que l'on a, on satisfait ceux qui viennent nous voir. Alors je vous ferai l'objection suivante, Monsieur Parillot. Vos clients, eux, ils sont... Pas des clients, ce sont des Excusez-moi, consultants. les personnes qui viennent vous voir, elles sont censées être aidées justement dans la compréhension d'un certain nombre de lois de la réalité. Bon. Si l'astrologue lui-même ne comprend pas ces lois, comment peut-il aider ses clients ou ses consultants à le comprendre? Imaginons quelqu'un qui, pour une raison ou pour une autre, est bloqué au niveau de la cyclicité. C'est-à-dire que dans sa vie, il n'est pas capable de réaliser cette cyclicité. Est-ce qu'il va pouvoir aider ses clients à la vivre, cette cyclicité? Les problèmes qu'il aura, lui, vont l'empêcher d'aider son client à résoudre les problèmes qui se posent. Non, mais c'est pas un hasard. Oui, absolument. Puis c'est pas un hasard. Donc, c'est très important de savoir si des questions fondamentales comme l'évolution cyclique, le fait qu'à certains moments, il faille abandonner un certain processus pour un autre, si déjà dans sa propre vie ou par rapport à ses propres savoirs, il en est incapable, il se disqualifie comme astrologue. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le... De même que vous êtes plus ou moins avancé dans votre compréhension des choses de la vie, les astrologues, c'est exactement pareil aussi, quoi. Donc, vous allez voir, en tous les cas, vous essayez d'aller voir quelqu'un qui est en rapport avec où vous en êtes. Si ça ne le satisfait pas, et si vous n'êtes pas satisfait, vous allez voir quelqu'un d'autre. Oui, on pourrait même penser qu'effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'était un leitmotiv, c'est vrai que si certaines personnes ne supportent pas certaines choses, ils vont chez des gens où cette chose-là n'est pas mise en évidence. Ou alors ils sont découragés et ils n'y vont plus du tout, c'est possible aussi. Et ça fait partie du processus. Il faut l'accueillir comme tel. Voilà. C'est tout. Mais si chacun des astrologues fait une bonne astrologie, on lui dira toujours à peu près la même chose. Quand même, par rapport à on retrouve. Puis on voit des gens qui ont fait de l'astrologie qui viennent nous voir aussi. Pardon ? Il y a des gens qui ont des connaissances en astrologie qui viennent nous voir aussi. Donc ça, ils retrouvent aussi quand même. Alors justement, je vous ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'on... une question que j'aime bien poser, mais qui on n'a pas toujours les bonnes réponses. Si vous demandez quelqu'un qui vous demanderait comment l'astrologie se manifeste de manière la plus évidente dans le monde, qu'est-ce que vous répondriez? Parce que vous avez deux solutions, soit vous dites que l'astrologie explique tout, ou bien est-ce qu'elle explique certaines choses plus que d'autres, ou mieux que d'autres? Quels sont les phénomènes qui nous arrivent et qui seraient plus spécifiquement parlants pour comprendre ce que c'est que l'astrologie? Si je peux, je ne sais pas si ça va répondre à ce que vous me demandez. C'est une réponse ouverte, une question ouverte. Pour moi, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est la même chose que ce qui se passe dans l'univers. Voilà. Donc c'est ce lien. En expliquant l'univers, les planètes et tout ce système de fonctionnement, on a une compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Oui, mais ça, quand vous avez dit ça, vous ne créez pas de problématique parce qu'effectivement, vous dites simplement, ce que vous vivez là, ça existe, et il faut croire à ce moment-là, il faut croire en l'astrologie. Moi, je vous dis, qu'est-ce qui nous arrive dans notre vie qui ne pourrait s'expliquer que par l'astrologie? Parce que ce dont vous me dites, c'est l'astrologie va répéter des choses qu'on sait par ailleurs. Mais l'astrologie n'explique rien. Elle nous permet de comprendre. Écoutez, on va jouer encore sur les mots, là, excusez-moi. Tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de problème à employer le mot expliquer. Les planètes, ça représente des énergies. Et les énergies, vous les avez à l'intérieur de vous. Vous avez une énergie qui va faire que vous avez une vie sociale, une énergie qui va faire que vous avez une vie affective. Et tout ça, on peut l'interpréter avec cet outil qui est l'astrologie. Et la résonance qu'il y a entre ces deux mondes va nous donner des informations qui vont nous aider dans la vie. Non, mais ma question n'était pas ça. Ma question, c'est qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens qui serait plus particulièrement explicable par l'astrologie? Dans ce qui nous arrive, dans ce que nous sommes, qu'est-ce qui relèverait plus directement de l'astrologie? Bon, vous répondez, vous ne répondez pas. C'est universel. Voilà, donc ce n'est pas une réponse. Non, parce que la réponse c'est de dire, par exemple, par exemple, je ne sais pas, que certains changements dans la vie des gens relèveraient de l'astrologie, par exemple. Il y a des changements collectifs. Et qui ne pourraient pas s'expliquer autrement que par l'astrologie, par exemple. Ah ben si, on peut expliquer autrement que par l'astrologie. L'astrologie, ce n'est pas le seul outil. Elle peut avoir son créneau particulier. Donc, disons pour nous, c'est l'astrologie. C'est multifactoriel. C'est l'outil qu'on a trouvé le plus intéressant. Parce que je pense que la numérologie. Donc elle fait double emploi avec d'autres outils, c'est ça que vous êtes en train de dire? Ah oui, d'accord. Écoutez, ça c'est un. Donc finalement. La psychanalyse, c'est intéressant aussi. Mais par exemple, moi, dans l'astrologie, il y a une dimension spirituelle chez l'être humain qui me paraît très intéressante. Alors si on va voir Jung, effectivement, il l'aborde. Si on va voir Freud, il ne l'aborde pas. Donc moi, ça me gêne, ça.
parce que j'ai cette dimension spirituelle et je trouve que ça fait partie de quelque chose qu'on peut comprendre et qui va nous aider dans la vie aussi. Parce que là, on va vraiment dans le subtil avec ce domaine-là. Et voilà. C'est un des grands regrets de Freud d'ailleurs. Oui. Sur la fin de sa vie. Voilà, bon, oui, mais en même temps, c'est pas hasard sur la fin de sa vie. Et voilà, donc c'est un autre outil. Bon, pour certaines personnes, ils vont faire une psychothérapie, une psychanalyse, ça va les aider à comprendre. Et l'approche et l'outil va être effectivement différent. Parce que le psychanalyste, il parle peu, tandis que l'astrologue, il parle beaucoup. Voilà. Et bon, la numérologie, c'est encore un autre outil. Après, il y a des gens qui vont trouver des réponses avec des enseignements spirituels. En Dordogne, par exemple, il y a toute une activité bouddhiste. Et il y a des gens qui suivent des enseignements et à travers cet enseignement spirituel, ils ont des informations. La Kabbale, c'est un enseignement aussi spirituel. Il y a Madonna, par exemple, qui suit ça. Bon, alors après, voilà, c'est un exemple. Je ne dis pas que dans son comportement, elle y arrive toujours. Là, par exemple, si on prend le cas classique des 12 signes, je dis ça comme ça, je donne ça, je mets ça sur la tapis. Est-ce que, par exemple, le fait de savoir qu'on est d'un signe ou l'autre, est-ce que c'est pas un apport de l'astrologie qui n'est pas fourni par d'autres disciplines, par exemple? Là, je ne parle pas de prévision, là, je parle de classification. Oui. Est-ce qu'il y a des classements, est-ce qu'il y a des catégorisations qui seraient propres à l'astrologie et qu'on pourrait capter comme telles et qui ne sont pas simplement, où l'astrologie ne serait pas simplement en train de répéter autrement ce qui est déjà connu par ailleurs? Si par exemple vous prévoyez des choses qu'on peut prévoir, par exemple si vous prévoyez des choses qu'on peut prévoir par d'autres moyens, eh ben, c'est pas une prévision qui est proprement astrologique à ce moment-là. Si vous pouvez dire des choses aux gens qu'on peut savoir par d'autres moyens, ça ne sera pas non plus un discours proprement astrologique. Là, je pense qu'on sort du cadre du fait que on s'incarne dans une vie par un couloir planétaire qui correspond à nos énergies. Donc il y a un programme, il y a un écrit, et c'est l'astrologie, qui nous donne ce programme, parce qu'on le perd, sinon. À l'âge de 7 ans, maintenant ça va de plus en plus, on monte jusqu'à l'âge de 12 ans quelquefois, où on a des réminiscences des vies d'avant. Donc on acquiert de plus en plus la capacité de se souvenir, et ça nous donne simplement notre programme qu'on aurait simplement perdu. Donc on se fie à cet écrit, et on le décrypte. Et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Regardez, par exemple, une salade. Se poser des questions comme ça. Je vous donne une salade, par exemple. Bon, je vous demande, par exemple, est-ce que dans une salade, vous pouvez repérer s'il y a du thym ou pas? Il n'y a pas matière. Bon, voilà. Voilà. Donc le thym va... une salade avec du thym et une salade sans thym, elle n'aura pas exactement la même odeur. Oui. Donc c'est la même chose. Il faut être... Si vous répondez, ah ben moi j'en sais rien, je ne peux pas savoir. Bon, non. Il y a un produit donné. Dans un ensemble, vous pouvez dégager ou non la présence de ce produit. Voilà. Est-ce que vous pouvez déterminer dans un ensemble de choses où est le facteur astrologique? Madame Ornil. Oui, d'accord, mais ça, c'est... On a bien compris. Mais je vous dis simplement qu'il y a un problème. On a bien compris. Oui, on n'a pas de spécificité. Voilà. On a une ordre chronologie, peut-être, dans l'appartenance, effectivement. Comme on disait ce matin, c'est-à-dire que c'est quand même intéressant d'aller voir en premier, peut-être, quelqu'un qui est capable de décrypter ce programme. Voilà. Parce qu'effectivement, tout le reste de nos approches, après, va peut-être pouvoir découler de justement de la lecture, la première lecture qu'on va avoir de ce programme de vie. Préciser, parce qu'on ne les a pas entendus développer cette idée de programme. Vous parlez d'un programme qui adresse tout le monde, qui interpelle plusieurs personnes. Dans notre thème natal, c'est notre programme de vie. Non, mais vous parliez de configuration qui se déroule à un certain moment. Ah bah oui, ce matin, on a parlé de cette fameuse configuration. En ce moment, bon, effectivement, Jupiter, Uranus qui balance entre Poisson et Bélier. En face, on a effectivement ce Saturne qui balance entre les rétrogradations et les périodes directes entre la Vierge et la Balance. En carré, on a le Pluton. Bon, effectivement, et quelquefois, il se place le sud, comme en ce moment, et quelquefois la Lune. Bon, on a donc une grande croix, là, une grande croix planétaire de travail sur soi, effectivement. Et ça, c'est un travail, effectivement, d'humanité. Parce que, bon, on l'a tous à le travailler sur cette terre en ce moment. Chaque individu va le vivre, mais il va vivre la même problématique. Mais différemment. Voilà, oui, mais malgré tout, il y aura quand même cet élément. Avant de dire différemment, il va d'abord vivre la même problématique. Différemment. Et pas différemment la même problématique. Il y aura ce fond commun dans des expériences différentes. Mais il va rencontrer le même questionnement. Qu'est-ce que c'est que prendre son territoire? Qu'est-ce que c'est que prendre son espace? Dans sa spécificité, son individualité, son originalité. Pas sa liberté non plus poussée à outrance, parce qu'en face, il y a Saturne qui lui dit maîtrise, équilibre des choses. Donc, il ne va pas être dans l'excès, il va essayer de mesurer les choses. Pluton en face, en carré,
la transformation que ça va l'amener à avoir sur lui-même, ben, c'est pas facile, il est tiraillé entre ces deux polarités. Je veux l'harmonie, donc à tout prix, mais je veux aussi me positionner, donc je veux m'affirmer. Et si je m'affirme, quelquefois, ça va me pousser à ne pas être dans l'harmonie. Et voilà. Donc là, cette transformation qu'il est obligé de mener entre ces deux opposés, dont on parlait tout à l'heure, qui va faire qu'on va retrouver l'unité et qu'on va retrouver cette capacité d'être dans l'équilibre par essence instable. C'est un petit peu comme ça et un petit peu comme ça. Mais à partir du moment où on a la conscience de ces deux polarités inverses, c'est le revers d'une même médaille. La dualité sur le monde matérialisé est obligée d'exister, sinon la matérialité n'existe pas. Si vous avez une face, vous êtes obligé d'avoir un revers. Oui. Si vous avez le mot liberté, vous êtes obligé d'avoir des limites. Oui. Et ça, c'est fondamental. L'astrologie essaye de mettre un certain ordre dans ce désordre global. Voilà. Et de faire prendre conscience qu'effectivement, ça fonctionne comme ça, et que c'est en prenant ces consciences-là dans les planètes qui se présentent qu'on va pouvoir développer, avancer, évoluer. Hein. Alors effectivement, la Lune en face, qui nous sollicite beaucoup, parce que c'est cette polarité féminine en soi, c'est cette capacité de ressentir, de sensibilité, d'être à l'écoute de l'autre, d'imaginer aussi. C'est l'intuition, c'est l'imagination, d'imaginer des mondes complètement différents par rapport à ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Hein. Et de dire, mais oser le mettre en route, oser le créer, prendre l'initiative, la responsabilité de démarrer quelque chose de complètement ouvert. Je ne sais pas si tu es un petit peu sur cette approche-là des choses. Si, de toute façon, ça fait partie de ce qu'on vit tous en ce moment. Voilà. Effectivement, chacun le vit différemment parce qu'on va faire intervenir les maisons et ça ne se situe pas dans les mêmes lieux pour chacun. Donc on va pas avoir... Mais on va quand même, bien que ça se situe dans différents lieux, on va pouvoir reconnaître le même processus quelque part. Tout à fait. Et ça, le même processus, c'est que tout le monde actuellement doit mûrir. Parce qu'on est des enfants, on fait n'importe quoi depuis des siècles, et d'un seul coup, tout le monde doit mûrir. On doit mettre en ordre ce qui n'est pas en ordre dans notre vie. Donc c'est quand même, c'est beaucoup de maturation en ce moment. On doit devenir des êtres responsables, structurés, ordonnés, enfin tout ça. Globalement, c'est ça. Et tout ce qui n'est pas en ordre chez un individu, quel que soit l'endroit, ça doit être mis en ordre. En ce moment, tout le monde vit ça. Alors, justement, mais dans des secteurs différents. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler en atelier, ensemble. Une dynamique, et ça c'est ce que je pense que je serai amenée à mettre en route après, c'est de travailler en dynamique. Quelle est la problématique, je dirais, sociale, mondiale qui se présente actuellement? Donc effectivement, cette grande croix-là, je pense que c'est là où vous vouliez nous amener. Hein, et on peut aborder cette question sans forcément se référer à son thème natal. Absolument. Parce que les gens existent. Non mais les gens existent sans leur thème natal. Vous mettez 50 personnes dans un groupe, on leur parle de ça, ils peuvent aussi parler de leurs problèmes sans avoir le thème natal sur leur front. Oui, mais le thème natal va aider. Non mais on peut s'en passer, monsieur, c'est ça la question. J'ai l'impression, par exemple pour vous, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous allez 100 fois plus vite avec le thème natal. Non mais d'accord, on n'est pas en train de faire on n'est pas en train de faire la course de vitesse, monsieur. Ah ben il y a urgence. Oui, bon d'accord, non mais l'urgence c'est déjà de comprendre qu'on vit ensemble des choses avant d'aborder des problèmes de solutions individuelles. Par exemple, au niveau d'une thérapie, c'est quand même pouvoir aider une personne dans un laps de temps donné, c'est-à-dire le temps de sa vie. Et quand on voit maintenant des psychiatres qui viennent trouver des astrologues pour justement leur permettre de cibler rapidement et de ne pas perdre de temps dans des diversions ou essayer de chercher quelle est la problématique du client. Donc c'est quand même pas rien. Thérapie brève, on y vient par Absolument. Ça, c'est quand même fondamental. Donc, c'est quand même un outil de base sur lequel se référer. Si on vide l'astrologie de cet outil de base, c'est-à-dire les planètes et tout, mais elle n'a plus lieu d'exister. Elle n'existe même plus.